Donc, autour de la table, Nicolas Doucerin, salut Nicolas, Aziz Seni, salut Aziz, et donc l'influenceur Stéphane Pandufel. Bon, mais on va pas en parler tout de suite. Non, Aziz, tu voulais qu'on revienne alors sur le... Moi, j'aime beaucoup, de toute façon, cette enquête. On en a beaucoup parlé ensemble la semaine dernière. Donc, ce sondage Nocom, publié notamment il y a une dizaine de jours par le journal du dimanche. Nocom, c'est l'Institut de Pierre Giacometti. Ils font ça tous les ans. Hein. C'est le bilan, notamment de la transformation. C'est ça qui est très intéressant dans ce sondage Nocom. Alors, ce qui t'a marqué, on va voir l'image tout de suite normalement. Voilà, bravo. C'est alors la baisse, effondrement très relatif quand même, la baisse de la valeur travail. Qu'est-ce qui te... Donc, vous le voyez là, c'est la courbe en gris, pardon pour ceux qui nous écoutent en podcast, mais de toute façon, vous savez de quoi on parle. Qu'est-ce qui t'importe là-dedans, sur cette baisse de la valeur travail, Aziz ? Moi, en voyant cette courbe, je m'interrogeais. Je me disais, quel est l'impact là-dessus de tout ce qui s'est passé avec le confinement. Est-ce que la réflexion qui a pu se passer durant ce confinement sur la valeur travail, il y a une question philosophique que j'ai vue dans cette courbe, c'est est-ce que finalement le travail est une valeur ou pas, et est-ce qu'on doit travailler pour vivre pour travailler, et en fait comment on replace dans tous ces mouvements de société, bon je parlais du Covid, je peux parler aussi de l'actualité avec la question des retraites, avec l'émergence de l'IA et de l'intelligence. Non, mais tu vois d'ailleurs que la pente, elle est très liée au Covid. Hein, c'était plus une question d'ordre philosophique que je voulais vous poser aujourd'hui et débattre avec vous sur cette valeur travail, et est-ce que le travail va rester au centre de nos vies ou pas, et pourquoi faudrait-il qu'il reste ou pas. Voilà, je voulais échanger avec vous sur ce sujet. Bien sûr, j'ai ma... Vous avez 4 heures. Non, mais t'as raison, c'est une disserte, quoi. On est plus sur l'ordre du philosophique. Ouais. On est dans un pays avec un héritage plutôt chrétien, et avec une philosophie qui est très imprégnée de ces valeurs du christianisme. Adam et Ève, le travail, la vie... Tu donnes une première réponse. Ah, oui. C'est que le travail répare la faute. Si tu es dans cette idée, dans cette culture judéo-chrétienne, le travail n'est pas une valeur, le travail est une punition. Le travail est une punition. C'est pas prévu au départ. Ou un autre mode de vie. Un autre mode de non, mais je voulais juste répondre à cette tradition judéo-chrétienne. Tu as parfaitement raison. Je ne sais pas ce qu'il en est dans la tienne d'ailleurs, de tradition. C'est les 3 religions monothéistes qui ont la même définition. Adam et Ève se retrouvent sur Terre pour travailler. D'accord. Et doivent se débrouiller. D'accord. Bon, ça t'inspire. Non, mais après, il pose la question, on y réfléchit tous, on n'est pas obligé d'y répondre là maintenant, mais... Non, mais c'est très intéressant. Bon, moi, personnellement, j'adore le travail. Je trouve que le travail, c'est l'épanouissement, c'est l'enrichissement, c'est les relations humaines, c'est le développement des compétences. Je trouve que c'est une richesse incroyable. D'ailleurs, je suis assez surpris quand je vois notamment des jeunes de 18 ans qui manifestent dans la rue contre la réforme des retraites et qui n'ont pas commencé à cotiser le moindre euro. Je me sens assez décalé. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que par rapport à la crise sanitaire que nous avons vécue, un certain nombre de personnes et de Français, et moi je le vois bien dans nos métiers, ont découvert qu'ils travaillaient peut-être de manière assez déséquilibrée et beaucoup trop. Et le fait de se retrouver chez soi, confiné par obligation, de reprendre le chemin, d'être prof d'école, de passer un peu plus de temps finalement au sein de la cellule familiale, ils sont aperçus qu'il y avait peut-être quelques valeurs, quelques éléments essentiels dans la vie auxquels ils passaient un petit peu à côté. Et c'est vrai que ça provoque ce changement que je ressens moi très clairement en plus de ça dans mon métier. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le freelancing, le fait d'avoir cette liberté, cette agilité, peut-être de pouvoir mieux concilier le travail à la maison, le travail en entreprise. Nicolas, je pense que ça change. Oui, mais en même temps, c'est dans des premiers mots de ta réponse. C'est l'utilité finalement. Oui. T'as dit j'aime le travail parce que tu fais quelque chose. Mais ça, c'est une histoire, moi, que j'avais découverte au moment des drames France Télécom. J'avais découvert donc alors après, on a eu le terme de bullshit job, mais des gens qui, toute la journée, auraient été incapables de dire à quoi sert leur travail. Voilà. Et juste, je vais finir par ça, c'est une phrase que j'adore de Augustin Paluel-Marmont, quand il explique donc les biscuits Michel et Augustin, quand il explique pourquoi il est devenu entrepreneur. Il était commercial chez Air France. Il dit, un jour j'ai été malade, les avions ont décollé quand même. J'adore cette phrase. Et donc il dit, je sers à rien en fait.
Et donc voilà, il a monté sa boîte pour servir à quelque chose. Moi, je m'inscris un peu dans ce que vient de dire Nicolas, parce que d'abord, je pense qu'autour de la table, on est des entrepreneurs, donc forcément, on aime le travail, parce qu'en fait, on aime ce qu'on fait. Ouais. La vraie question philosophique, c'est... Non, mais c'est pas le travail. Non, c'est pas le travail. Stéphane, est-ce qu'on J'aime pas le considère travail. d'ailleurs Voilà. Justement, tu t'éclates plutôt. Non, mais justement, c'est là, J'aime être utile. c'est là où je voulais en venir sur la courbe, parce que finalement, est-ce que cette courbe, cette prise de conscience, c'est là où j'étais assez d'accord avec Nicolas, du confinement, de se recentrer, etc., est-ce qu'on doit parler de la valeur travail ou simplement du positionnement du travail dans notre vie? Valeur travail, ça induit tout de suite dans l'esprit d'Aziz la philosophie. Donc là, on est sur un truc très philosophique, et la valeur. Je suis d'accord. La question, c'est juste où est-ce que je place le curseur du travail par rapport à la famille, les loisirs, etc., etc. Nous, on fait partie de gens où finalement, est-ce que c'est bien ou pas bien? On peut en discuter aussi. Hein. Tout ça est totalement entremêlés, et on n'arrive pas forcément toujours à bien faire la part des choses entre le travail et le reste du temps. C'est vrai. Oui, parce qu'on passe du temps avec des gens avec qui on travaille, qui deviennent des gens proches, parce que c'est sympa. Mais tu crois pas que ce mot de travail, en fait, est inadapté à ce que tu fais? Moi? Ouais. Évidemment. Parce que mais voilà, tu veux être... prendre, bien sûr, évidemment. Et je rejoins. Et donc c'est là où ce problème, je suis tout à fait d'accord avec Aziz, le mot n'est peut-être plus le bon. Non, mais je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est depuis l'aube des temps, il y a des gens qui travaillent uniquement pour se nourrir, et ça suffit d'ailleurs pas toujours. Donc en fait, eux, le matin, ils y vont. Pour des gens comme nous, c'est difficile de leur donner, de se comparer, parce que c'est pas du tout notre cas. La baisse de la valeur travail, elle est sûrement due plus au retour d'autres valeurs, on va dire ça comme ça, d'autres centres d'intérêt, qu'à la baisse pure du travail. Les gens ont besoin de travailler, et je pense que des êtres humains qui ne travailleraient pas n'arriveraient pas à s'accomplir, même quand ils s'emmerdent profondément dans leur travail. Parce que par exemple, leur utilité psychologique, Stéphane, regarde des gens qui sont en chômage longue durée, ils finissent, c'est une spirale qui est très difficile. Non, tu ne fais rien. La journée dans l'open space, à rien foutre, à n'avoir que des tâches insupportables. La journée tout seul chez toi, voir personne, Stéphane. Je sais pas, mais tu restes pas à ce moment-là. Mais dans les deux cas, tu n'es pas obligé. Bon, bref. Aziz, pour conclure. Autre sujet qui est dans le prolongement, c'est la journée de 4 jours. Ouais, alors tiens, attends, on va voir. Attends, on va voir. Pour un entrepreneur. Elle est pas mal, celle-là. Donc, effectivement, autre résultat. Alors, celui-là, j'avais pas encore eu le temps d'en parler. Non, alors, c'est pas celui-là. C'est celui d'après. Ça, on l'avait vu la semaine dernière. C'est effectivement très spectaculaire. Voilà. C'est le plébiscite pour la semaine de 4 jours. Plébiscite. Et là, alors, j'en ai parlé, moi, avec notamment, je vais le reciter, le DRH de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, c'est du Monde, qui est en train de mettre en place cette semaine de 4 jours et qui le vit comme peut-être une forme de réconciliation, d'abord entre col blanc et col bleu, entre ceux qui ont droit au télétravail et ceux qui n'y ont pas droit. Et donc, ceux qui n'y ont pas droit, avec la semaine de 4 jours, l'entreprise est en mesure de leur offrir quand même un petit peu des avantages du télétravail. Et puis, le vit aussi, et en tout cas, il va énormément travailler là-dessus, avec des chercheurs en neurosciences. Enfin, il prend le truc très au sérieux. Justement, peut-être une forme de réconciliation avec le travail et avec la valeur travail. C'est surprenant. Alors, j'étais vraiment très interrogatif sur la pertinence d'une semaine à 4 jours. Et puis, les quelques entreprises qui ont mis ça en place t'expliquent qu'en termes de productivité, ça bouge pas, voire ça gagne un petit peu. Ça gagne. Donc c'est assez surprenant de se dire qu'en 4 jours, on peut faire ce qu'on faisait en 5 et en gagnant en productivité. Donc peut-être qu'il faut généraliser ou élargir un petit peu l'expérimentation et laisser bien évidemment le choix aux entreprises et au dialogue social pour pouvoir mettre en place quand c'est possible. Bien sûr. Sans baisse du temps de travail, attention. Semaine de 4 jours, c'est... un temps plein réparti sur 4 jours. Exactement. Alors moi j'ai une belle... Souvent d'ailleurs, juste je termine là-dessus parce que j'ai vraiment creusé le truc, souvent d'ailleurs à 36 au lieu de 35 heures. 7 x 4, emballer, c'est pesé. Alors moi j'ai une belle expérience sur le sujet. Ça date de ma précédente entreprise Solic, puisque j'avais 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes dans mon entreprise, et beaucoup d'entre elles... Pardon, 9 x 4, pas 7 x 4. 9 x 4. Pardon. Non. J'ai pas osé le contredire en direct. Il faut. On ne contredit pas le boss, Aziz. C'est ça, On ne contredit pas le boss. Non, mais alors c'est ça qui est intéressant en termes de management. Si justement, dans ces cas-là, tu ne contredis pas le boss, tu es sûr que l'entreprise est foutue. Ça, c'est clair. On est d'accord. Voilà. Ouais, mais quand tu es foutu... Je tiens à ce que cette entreprise ne soit pas foutue. Quand tu es foutu, après, tu as besoin d'un manager de transition. C'est très bon. Bon, vas-y. Bon, je termine mon truc. Il y a 15 ans, j'avais donc 2 tiers de femmes. Et beaucoup d'entre elles me demandaient de mettre en place un 4/5e. Bon. Alors moi, c'était génial. Et je le dis avec beaucoup d'humilité en tant qu'entrepreneur. C'est que le 4/5e me permettait de baisser la rémunération de 20%, par définition. Et honnêtement, je confirme, elles étaient tellement bien globalement organisées
qu'elle produisait quasiment comme un temps plein, voire peut-être même mieux. Et derrière, c'était tout bénéfique pour l'entreprise. Et donc, on baissait de 20% la rémunération. Et tu baissais quand même de 20% la rémunération. Oui, parce qu'elle voulait un 4/5e. Mais c'était l'époque. Tu vois comment il en est arrivé là? Non, mais c'est incroyable, ça. Mais c'est normal, c'est logique. Dis donc. Ben oui, c'était il y a 15 ans, messieurs. Attendez, mais c'est bon. Attends, c'était un choix d'équilibre. C'était un choix d'équilibre et qui fonctionnait très bien. Alors, soyons économiques, vu la valeur ajoutée dégagée et le partage du profit nécessaire. Oui, mais il m'a fallu 4-5 ans pour mesurer tout ça. Faut le temps d'être sûr. D'expérience. Mais j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Non, j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Ouais. Je suis pas très étonné. Je pense qu'aujourd'hui, on peut effectivement gérer ça intelligemment, gagner en productivité et tout en conciliant davantage la valeur travail avec l'équilibre personnel. Et je vais même plus loin, c'était vu comme, alors chez toi ça se passait très bien, mais dans beaucoup de boîtes, demander un 4/5e pour une femme, c'était d'une certaine manière renoncer à sa carrière. Ah, tu veux te mettre en 4/5e, donc on ne peut pas te le refuser, mais enfin, tu vois la voie de garage là, tu vas la prendre, etc. Donc là aussi, il y a quelque chose d'important, notamment pour les femmes, qui sont plus à temps partiel que les hommes, pour rétablir une légitimité et un équilibre nécessaire. Alors moi je dirais 3 choses très rapides. La première chose, c'est je ne m'inquiéterai pas du passage au 4/5e tant qu'on est sur la même durée évidemment de temps de travail. Si on laisse la liberté aux entreprises, aux branches, ça c'est l'organisation, et que ça tombe pas comme les 35 heures sont tombées sur tout le monde de façon très centralisée, pour que des entreprises qui ont des organisations qui fonctionnent actuellement sur 5 jours ne subissent pas l'obligation de passer en 4 jours, ce qui dérégulerait complètement leur formation. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que là-dessus, il ne faut pas qu'on se plante, sinon on peut faire ce qu'on veut dans l'aménagement du temps de travail. Quand tu as un cadre au forfait, il s'aménage comme il veut. Moi, à un moment donné, s'il est incentivé sur sa réussite, il travaille le matin, la nuit. Quelque part, je m'en fiche du moment qu'il s'épanouit et qu'il réussit. Donc là, on est tout à fait d'accord. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même prévenir les gens que, attention, 9 x 4, ça veut dire quand même 9 heures un peu plus intenses. Ouais. Si, que 5 x 7. Il faut être très honnête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné, tu as que 4 jours pour faire une tâche qui est la même que ce que tu faisais sur 5 jours, il y aura peut-être moins de temps. C'est pas une critique, c'est un constat. Tu auras moins de temps pour passer un temps social avec tes collègues, à la machine à café pour être caricatural, mais également pour échanger sur ton poste de travail, sur tout à fait autre chose. Ça fait des journées plus soutenues. Je caricature, le jeudi soir à 18h, il faudra que tu aies fini tout ce que tu avais prévu de faire le lundi matin à 9h. Donc tu vas moins passer de temps, peut-être, à t'épanouir socialement dans le travail. Ça va individualiser peut-être le travailleur qui va penser à son environnement, à son organisation. Troisième point, il est évident qu'on a plein d'exemples. Et le juste milieu, c'est donc le télétravail, contre lequel j'étais vent debout au début, pour le lien social de l'entreprise. J'étais convaincu que d'avoir trop de gens hors de l'entreprise faisait que tu ne créais plus, ce qui, moi, m'a plu dans les entreprises que j'ai créées, qui étaient petites, c'est de vivre ensemble, déjeuner ensemble. Tout le monde est d'accord là-dessus maintenant, Stéphane. Eh bien, il y a un juste équilibre, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Parce que nous, on constate quand il y en a trop et que tu es très, très désorganisé, bien, ouais. à partir de 2 jours de télétravail autorisés par semaine, c'est le cas dans le groupe dans lequel je travaille. C'est une question d'équilibre. Les gens se voient C'est une question d'équilibre. Donc, Zuckerberg a écrit le télétravail, c'est de la daube. On n'en parlait plus. 2-3 conneries ces derniers temps. Oui, mais là, pour que lui, tu te souviens, c'était tout le monde dehors, c'est fini, on vend le siège, etc. Puis là, Moi, je veux tout le monde dedans. On l'a vu avec Elon Musk. C'est hyper important, surtout sur des boulots où le jus de cerveau est un truc très important. Si les mecs ne se voient pas, ils n'échangent plus, ils ne créent plus, ils ne se challenge plus. Bon. Puisqu'on est toujours donc dans cette histoire de travail, alors effectivement le chiffre des démissions, hein, non pas grande démission, mais enfin quand même, c'est vrai qu'il se passe quelque chose. On en avait parlé la semaine dernière, plus 22% sur un an, beaucoup quand même. Hein. Et surtout le truc, c'est que tous les secteurs maintenant sont concernés par ce système de démission. Bon, a priori, tension normale sur le marché du travail. Je sais pas à travers les responsabilités que tu as et l'ensemble des entreprises que tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas une fluidité du marché du travail? Oui, c'est ça, le rapport de force inverse. Les gens partent, ils savent qu'ils vont retrouver. Ouais, c'est plutôt positif. Exactement. Oui, c'est très positif dans le sens où je rappelle qu'on est en plein emploi au niveau des cadres. Hein. Ouais. Donc forcément, le marché s'est inversé aujourd'hui. Il y a une demande qui est massive et on a quand même, pas la grande démission, mais on a quand même un certain nombre de personnes qui démissionnent, qui veulent aller vers ce freelancing, vers l'indépendance. Et donc, il y a cette forme de liberté. Les boîtes ont un peu plus de mal à recruter. Et donc, toute la société est en train d'évoluer. Enfin, un peu plus de mal, beaucoup de mal. Hein. Ouais, donc, rapport Pôle emploi, le rapport annuel de Pôle emploi qui est sorti vendredi. Pour 61% de leurs projets, les entreprises anticipent des difficultés de recrutement. C'est un niveau qui n'avait jamais été atteint. Non, c'est vrai. Par Pôle emploi. C'est une réalité.
C'est une réalité. Voilà. Le côté négatif de tout ça, quand même, c'est qu'il y a aussi peut-être une notion, et ça rejoint la première courbe sur la valeur travail. Il y a peut-être un petit problème avec l'effort. C'est pour ça qu'aussi, on voit que les plus grosses carences sont quand même dans les métiers les moins funky aussi. On va revenir toujours à la même chose, le même constat. Oui, mais ça, c'est normal dans la mesure où tu as le choix. Etc., Franchement, dans la mesure où tu as le choix entre, j'en sais rien, moi, là où il y a de la demande, tu vois, le commerce, mais le commerce de base, quoi, dans des magasins, etc., dans le retail, tu choisis ça plutôt que hébergement-restauration, par exemple, où les horaires sont bien plus compliqués. C'est ce que je suis en train de te dire. Normal, rapport de force. C'est une inquiétude, c'est juste faire attention. Malgré une hausse de 16% des salaires quand même l'année dernière dans l'ensemble du secteur. Oui, mais tu vois, c'est un secteur c'est un secteur qui se transforme parce que tu as plusieurs groupes aujourd'hui dans la restauration qui viennent justement de mettre en place la semaine à 4 jours, avec un seul week-end par mois. Ils sont eux-mêmes aussi en train de se transformer, de changer toute l'organisation du travail. Quand tu dis un seul week-end de boulot par mois. De boulot. Et oui, ils sont aperçus qu'on ne pouvait plus continuer de faire travailler les gens comme ça du lundi au samedi, de faire les midis, les soirs, les week-ends. Il y a un moment donné, c'est plus possible. Et donc, ils sont en train d'adapter toute leur organisation pour répondre aux enjeux et aux besoins. Sinon, ils n'y arriveront pas. C'était un peu dans ce que vient de dire Nicolas, un peu la prolongation, c'est de dire que toutes ces organisations de travail doivent se transformer aussi, parce qu'on a une place de plus en plus importante de ce que j'appelle la qualité de vie au travail. Les gens veulent bien travailler, mais ils ne veulent pas faire 300 km, enfin je schématise, 100 km pour aller faire un contrat, même en CDI, dans la restauration, payé même avec 16% d'augmentation. On ne peut pas régler cette problématique de turnover infernal avec uniquement les salaires. Il y a la qualité de vie au travail, et dans des postes un peu très difficiles comme la restauration, le BTP, le transport, c'est fondamental en termes de réflexion et de management. Good. Alors, dépenses publiques. Donc, que veux-tu qu'on te dise de nouveau? Oui, non, c'est un peu de l'info, quoi. Nicolas avait envie d'en parler, donc il va y avoir a priori, nous disent les Échos ce matin, présentation d'une nouvelle trajectoire des finances publiques dans les 10 jours. Donc Bercy soumet les ministères à une forme de stress test. Alors, on ne va pas leur demander 5% d'économie. La question, ce que j'ai compris en lisant les Échos, c'est si vous aviez 5% d'économie à faire, qu'est-ce que vous feriez? Ce qui est une manière différente de poser la question. Et a priori, disent toujours les Échos ce matin, la première des cibles, c'est quand même les 150 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Aides qui assez souvent correspondent quand même à des taxes pour lesquelles on a mis en place des aides. Enfin bon, donc tout ça est un sacré maelstrom. J'avais en tête un autre mot qui commençait par M, mais j'ai évité, tu vois, voilà. Et puis les aides au logement, les 40 milliards, 45 milliards d'aides au logement, c'est toujours ça qui revient de toute façon. Il y a quand même 5 milliards à prendre, selon le rapport de la Cour des comptes. Alors je lis pas régulièrement les rapports de la Cour des comptes. C'est un rapport de 2019 qui m'avait marqué. C'est 5 milliards dans différentes agences nationales, comités Théodule, etc. 5 milliards dans des agences où on place des gens et les agences sont reconnues. Ça me paraît beaucoup, Aziz, 5 milliards dans les agences. C'est pas moi, c'est le rapport de la Cour des comptes. 5 milliards. Ouais. 5 milliards. Et on n'en entend jamais parler de toutes ces agences-là qui traînent, etc. Et puis le millefeuille administratif, on se pose toujours la question de à quoi peut malheureusement, servir Aziz, 5 milliards, on s'en fout complètement. Le conseil départemental, mais tu aimes plus. En d'exploitation, c'est plus, et à la fin, tu obtiens ce que tu cherches. Oui, t'as raison. Donc attends, juste dernier chiffre à vous donner, la charge de la dette de l'État donc, a pesé 53,2 milliards en 2022. Ça, c'est les comptes finalisés de l'INSEE qui sont sortis la semaine dernière. Et donc, on est évidemment parti dans un cycle qui va faire de ce poste de dépense le premier de l'État. Si ce n'est 2023, sans doute 2024. Ce sera devant l'éducation nationale. Et encore un truc qui est très intéressant, c'est la dynamique des prélèvements obligatoires. Ça, alors je me suis penché dessus quand même parce que, et puis on va en reparler, parce qu'en fait c'est un train sans... C'est-à-dire que la volonté c'est de ne pas augmenter la part de prélèvements obligatoires, simplement tu peux plus en fait. Le truc marche tout seul. Et donc, comment dit l'INSEE, certaines assiettes de recettes fiscales sont plus dynamiques que le PIB. C'est comme ça. On a un chat GPT fiscal. Tu vois, voilà, t'as une espèce de train fantôme qui est lancé à fond. Tu ne peux pas le contrôler. Tu dis non, mais on ne veut pas que tu ailles là. Il y va. Je rappelle que pour financer 1 euro de croissance, on dépense 2,60 € d'argent public. Je comprends pas. Simple.
Si tu rapportes la dépense par rapport... Tu rapportes à la dépense. PIB. On dépense aujourd'hui 2,60 € d'argent public pour générer 1 € de croissance. C'est les faits. On va dépenser cette année, on va encore faire 156 milliards d'euros de déficit. Dans le même temps, tu l'as souligné tout à l'heure, Stéphane, notre président de la République a fait encore un magnifique discours en nous expliquant qu'il fallait arrêter de faire du déficit parce que sinon, c'était le risque de se retrouver sous contingent américain et chinois. Non, il dit ils vont arrêter de nous financer. Ils vont arrêter de nous financer. Si on ne produit plus, Ouais. Si on ne produit plus assez et qu'on se laisse affaiblir, à un moment, les Chinois et les Américains nous diront on ne vous finance plus. Voilà. Ouais. Et c'est en même temps, En d'autres comme vous le termes, pour savez, les entrepreneurs, c'est si ton compte d'exploitation ne s'améliore pas, le banquier coupe. c'est ça. C'est un peu ça. Enfin, c'est Ouais, sauf que c'est pas vrai, quoi. Malheureusement. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. En ce moment, un peu plus, Non. quand même. Hein En ce moment, un petit peu plus, quand même. Tu vas voir. bah, Il y a 20 ans que j'entends ça, tu vois. Ouais. Il y a 20 ans que ça m'intéresse, l'économie. Il y a 20 ans que j'entends les Chinois et les Américains ne nous financent plus, etc. Et puis, tu réalises que Banque Centrale Européenne, puissance de l'euro, l'Allemagne, tiens, il va aux Pays-Bas, là. Voilà. Il va y avoir les copains. Voilà. On est arrimé à de telles économies mais le système que qui- le système bien sûr, te évidemment. garantit. Puis on représente un Alors gros quel est marché l'objectif aussi, de quand balancer même. une phrase comme ça? Lui, C'est pour justifier la réforme des retraites. Oui, c'est pour justifier la réforme des l'idée de retraites. produire davantage. Une certaine forme d'austérité. Non, mais en plus, il n'a pas tort, on est tous d'accord. Non, c'est juste c'est mon ami Emmanuel Le Chip qui dit ça. Ça ne va pas assez mal pour que ça aille mieux. Hein, il te l'a dit, ça, tu l'as entendu. C'est toujours, évidemment. Mais de toute façon, Bon, c'est qu'est-ce que tu voulais nous dire sinon sur la dépense publique, mon cher Nicolas? Bah, dépense- Juste faire le constat, quoi. Non, mais le constat, on le connaît. Moi, je sais ce que tu dis parce que je sais qu'on ne remboursera jamais la dette. Mais par contre, tu as soulevé un chiffre qui est quand même réel. C'est là où on payait 20 milliards d'intérêts. Bah, il va falloir expliquer aux Français maintenant que le premier poste de dépense, c'est les intérêts de la dette. Exactement. Les intérêts de la dette qui vont passer à 60, 70, 80 milliards d'ici 2024, 2025. C'est inexorable aujourd'hui. Et je le dis quand même, c'est quand même M. Emmanuel Macron qui aura généré 1000 milliards d'euros de dette supplémentaire sous sa gouvernance, c'est-à-dire un tiers de la 1000? dette. 1000 milliards. Depuis qu'il est ministre de depuis l'économie. 2017? Oui, depuis qu'il est Ah, ministre oui, de l'économie. 1000 milliards à lui tout seul. Ah, avant 2015. même, ah oui, c'est Oui. ça. Avant. 1000 milliards. Et il était ancien ministre de l'économie, hein, heureusement, parce que sinon, ce serait dangereux. 1000 milliards à lui, un tiers de la Le Covid dette. au milieu, quand même. Oui, il qui est est un peu dur, sévère. ouais. Combien Il y a le du Covid, PGE, il y a... Non, pas sur les 1000 milliards. Tes 156 milliards d'euros de déficit cette année, c'est Non, quoi? en fait, l'enveloppe Covid, on considère que c'est à peu près 600 milliards d'euros de dette supplémentaire. Et cette année, combien? Sur les 156 milliards Ah bah, de c'était- déficit? Ah ben non, mais cette année, elle a légèrement baissé la dette. Mais alors là, on rentrerait dans un truc d'inflation. C'est-à-dire, là, en fait, bon, mais on va pas rentrer là-dedans. On va pas rentrer dans le détail, On parce que l'expliquait la semaine dernière. En gros, en ce moment, l'inflation au départ est très favorable aux finances publiques. C'est-à-dire que tu as des recettes, on l'a vu, Oui. tu as des recettes qui montent de manière spectaculaire. Et donc, c'était la surprise de l'INSEE. Tout le monde pensait qu'on allait passer les 3 000 milliards. Et en fait, non, on est à 2950. Pas mal. Ouais. Alors qu'on était à 2956 Mais Stéphane, au trimestre précédent. Le problème, c'est pas le montant Tu vois, nominal de la dette. Non, mais bien sûr. On ne le remboursera pas. Évidemment. Le problème, c'est la charge de la dette. Évidemment. C'est la charge, Tout à fait là, En d'accord. revanche, la charge de la dette avec l'augmentation des taux directeurs, ça pique très fort. Parce que c'est pas que l'augmentation de la dette nominale Hein qui fait que ça devient le premier pôle de dépenses. On est C'est que les d'accord. taux ont monté. Moi, ça fait des années que je dis, tant que tu es à zéro, en taux j'exagère, Ouais. tant que l'État français, à court terme, va emprunter à zéro, finançons. Je veux dire, tu as plus intérêt à financer qu'à prélever des impôts. Très clairement. Après, ça dépend ce que tu finances. Le problème, c'est qu'on a dépensé dans le vide. Là, aujourd'hui, il y a un vrai choc de taux. Alors, Ce très choc de taux, il coûte exactement, très cher. là, c'est la part de la dette indexée sur l'inflation qui nous coûte très cher. Ça va avec, enfin, c'est le même mécanique, c'est la financiarisation en fait de notre dette. C'est pas la dette nominale, c'est le coût de la dette, quel qu'il soit Absolument. basé sur l'indexation ou directement sur les taux Bon, voilà. de France Trésor en fait. Mais c'est pas grave, puisqu'on va avoir une nouvelle trajectoire des finances publiques sous 10 jours. Voilà, ça veut dire qu'il faut dépenser moins. Oui, je pense qu'ils vont nous dire c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Bah évidemment. Tu vois. On marque une pause.